Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va vous laisser nous rejoindre. On est très, très heureux de vous accueillir. On est en live sur Livestorm et sur LinkedIn. Et vous avez peut-être aussi certains qui nous écoutent depuis LinkedIn. Et nous allons être avec Églantine pendant 1 heure avec vous sur le sujet de la santé mentale et de l'IA. On va démarrer tout doucement pour laisser tout le monde nous rejoindre. Voilà, garder quelques secondes de répit pour ceux qui sortent d'une réunion et qui arrivent sur ce format. Je le disais, on va rester 1 heure ensemble. Vous avez un chat à disposition sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Il y aura un temps dédié à la fin, mais en tout cas, vous pouvez bien entendu, on va essayer de rendre ce webinaire le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à, voilà, nous donner des éléments sur qui vous êtes, quel est l'état de votre santé mentale actuelle et puis toutes les plusieurs questions voilà, des sondages qu'on vous proposera au fur et à mesure. Comment ça va, Églantine? Eh ben, ça va plutôt bien, ma santé mentale va plutôt bien. Merci beaucoup, et merci beaucoup de nous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire sur la santé mentale et l'IA qui est, une thématique dont on parle peu, mais qui a finalement beaucoup d'impact, sur les gens, sur, comment on adopte cette nouvelle technologie, comment ça impacte notre travail. Donc c'est un sujet, vraiment, intéressant à traiter tous ensemble. Et d'actualité, complètement. Et bah, écoutez, on va démarrer et puis on aura voilà, sûrement du monde qui nous rejoindra au fur et à mesure. Églantine, je te laisse te présenter. Oui, alors je suis, formatrice en IA générative et avant ça, j'ai travaillé dans la santé mentale. Donc j'essaye de voir vraiment quels sont les points de ralliement entre la santé mentale et l'IA, à la fois comment on utilise l'IA pour notre santé mentale, mais aussi comment son utilisation impacte notre santé mentale, donc d'essayer de le regarder sous tous les angles différents. Super et effectivement, c'est avec Églantine qu'on avait aussi beaucoup travaillé sur le sujet. Vous avez peut-être suivi des webinaires à ce sujet sur l'esprit critique, à l'ère de l'IA parce que forcément, bah, on va en reparler un petit peu dans ce webinaire, mais bah, l'esprit critique n'est pas très loin quand on parle aussi de ces sujets de santé mentale et Alors, oui, pardon, vas-y. aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde, plusieurs, aspects différents. heu, du webinaire aujourd'hui sur la santé mentale. Donc, on va avoir 5 aspects différents. La première chose, c'est vraiment l'état des lieux, la santé mentale au travail, en France. Donc un peu, quels sont les chiffres, combien ça coûte, qui est-ce que ça impacte? La deuxième chose, c'est vraiment comment est-ce que l'adoption de l'IA au travail impacte notre quotidien? Et de voir un peu les paradoxes, à la fois sur, la productivité, sur notre sentiment d'autonomie, sur, le lien social et de Mmh. voir que finalement c'est, une image un peu nuancée, un peu, complexe, qu'on doit essayer de détricoter. Et en quatrième, c'est quels sont nos leviers d'action pour mettre en place l'IA générative dans une équipe, sans trop bousculer, sans dégrader, l'état de la santé mentale et finalement, comment est-ce qu'on peut prévenir le burn-out avec ou sans IA dans une équipe? Ouais, complètement. Donc un programme chargé, comme vous le voyez. On va essayer de vous donner un maximum d'éléments concrets et que vous puissiez aussi, bah, voilà, avoir des idées de choses à mettre en place concrètement au sein de voilà, soit pour vous-même, soit au sein de votre équipe. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de, la santé mentale, on a des inter-entreprises qui sont organisées, mais aussi, bien entendu, c'est des formations qu'on fait en intra autour du thème «Gérer son stress et préserver sa santé mentale à l'ère de l'IA», où on évoque, alors bien entendu, le sujet du stress qui existe depuis toujours, le sujet de cette santé mentale qui est de plus en plus, d'actualité et bien entendu, on intègre en fait, on a retravaillé cette formation pour intégrer ces impacts, de l'IA, ces impacts aussi, de ce nouveau monde depuis post-Covid avec beaucoup de télétravail. Enfin, on voit que finalement l'IA n'est pas le seul facteur aussi de l'accélération de ces sujets de santé mentale. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, il existe une formation complète à ce sujet. Et on voulait démarrer, avec une question qui est: quelle est votre utilisation de l'IA? Donc on peut vous poser la question dans le chat. C'est toujours intéressant de savoir
où vous en êtes, comment vous l'utilisez aujourd'hui. Est-ce que vous l'utilisez pour du traitement de mail? Est-ce que, vous ne l'utilisez pas encore? Est-ce que vous en avez une utilisation, heu, accrue ou assez limitée? En tout cas, on peut vous laisser répondre à la fois sur LinkedIn, à la fois, dans le chat et puis comme ça nous permettra aussi d'avoir quelques éléments, de savoir un petit peu plus qui vous êtes, dans ceux qui nous écoutent. Voilà, on a les premières réactions, je l'utilise pour de la réaction surtout, utilisation journalière, étude de marché, audit. Super, création de contenu. Séverine qui nous dit une utilisation quasi quotidienne. Voilà, merci à tous en tout cas de nous rejoindre et d'être actifs dans le chat. On voulait démarrer bien entendu par un état des lieux, faire un premier état des lieux de ce sujet de la santé mentale qui peut sembler compliqué et de savoir, concrètement sur la dimension au travail, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, la santé mentale a été, sélectionnée comme grande cause nationale en 2025, donc je pense que c'est une préoccupation un peu pour tous et toutes, en France et un peu à raison parce qu'on voit que, plus d'1 Français sur 4 présente un trouble psychique chaque année et que presque 53 des Français ont connu un épisode de souffrance psychique. C'est-à-dire qu'ils se sentaient pas très bien, avaient, des sentiments un peu de dépression, de difficulté à sortir de chez eux. Et tout ça s'accompagne aussi, d'un grand stigma de stigmatisation envers des personnes qui peuvent souffrir de troubles, psychiques parce Mmh. qu'on va voir ça comme, quelque chose d'un peu, tabou, donc on en parle peu, même si c'est très présent au travail, car le travail est le premier facteur qui est cité comme impactant ou agissant sur l'état psychologique. Donc ça ne veut pas forcément dire que, le travail est, la première source de difficulté, mais c'est que ça va avoir, un grand impact sur comment on se sent, au quotidien. Et donc 87 des salariés identifient le travail comme premier facteur agissant sur leur état psychologique. Et à ça s'ajoute que plus on a peur, de ce qui va se passer dans l'avenir, plus on se sent peu en maîtrise, peu en confiance sur, les prochaines étapes, heu, plus ça va aggraver en fait notre état de détresse. Donc en fait, des choses qui vont venir perturber, notre certitude, sur, le futur. Donc ça peut être, le covid ou, des incertitudes professionnelles de: «Est-ce que je vais garder mon emploi ou pas?» ou «Comment est-ce que l'IA va venir impacter mon travail? Est-ce que je vais garder mon travail ou pas?» Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment, venir, impacter l'état psychologique des différentes personnes au travail. On a plusieurs secteurs qui sont, effectivement plus ou moins touchés dans ce que tu évoques. J'en profite pour répondre à une question que je viens de voir dans le chat qui est que oui, vous recevrez, la présentation, en tout cas vous pouvez y avoir accès et il y aura aussi également un replay pour ceux qui devront peut-être nous quitter, quelques minutes avant la fin. Et donc les secteurs, les plus touchés, donc en fait, ça, c'était une étude Ipsos en 2024 qui, est allée recenser, différentes personnes qui travaillaient dans différents métiers pour voir quel était leur état de santé et il semblerait que l'hébergement médico-légal, soit un des secteurs les plus fortement touchés avec 34 des salariés qui disent être en mauvaise santé mentale. Donc dans l'hébergement et la restauration, on a 30 des salariés et dans l'administration publique, 30 des salariés. Et ce qu'on constate, c'est que les femmes sont sensiblement plus touchées que, les hommes, hem, à la fois globalement dans, des états plus, dépressifs au niveau national, mais aussi vraiment au sein du travail, des femmes sont plus touchées que les hommes, et déclarent, avoir, plus de difficultés, et d'être, un peu plus, frustrées ou tristes ou, déprimées que les hommes. Et Et ça, c'est donc un vrai coût aussi économique, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'assurance maladie? Je te laisse partager les chiffres. oui, donc on estime que ça coûte à peu près 24 milliards par an, et que cette charge financière, en fait, est répartie, à la fois 60 sur l'assurance, maladie qui porte 60 de ces charges-là. 31 est porté par les employeurs et après on a 9 qui va être porté par des organismes complémentaires, à savoir, des mutuelles, des donc on a vraiment en fait, les employeurs
portent 31 de cette charge et donc sont aussi responsables de, comment ça se passe au travail, ont beaucoup de leviers d'action, on va le voir plus tard, sur comment améliorer la santé mentale de leurs travailleurs, au quotidien. Et on voit que, il y a 6 grandes familles de risques psychosociaux, donc ça, c'est quelque chose qui a été recensé par l'INRS, qui travaille énormément dessus. La première chose, c'est l'intensité et le temps de travail. C'est-à-dire que si on a une surcharge, qu'on est toujours en train de se dire, «Je suis en retard partout», ça, augmente énormément le stress et donc le mal-être au travail. La deuxième chose, c'est les exigences émotionnelles, c'est-à-dire que, si on est face à des publics en situation difficile, si on est confronté à des gens en situation de précarité, de mal-être, mais aussi, qu'on porte des charges émotionnelles très, très fortes d'autres personnes dans notre entourage au travail, ça va aussi avoir un impact sur notre bien-être. La troisième chose, c'est le manque d'autonomie. C'est-à-dire que Mmh. je ne peux pas prendre des décisions que j'aimerais prendre. Je sais qu'il faudrait que je fasse quelque chose d'une manière et je n'ai pas l'autorisation parce que les procédures sont trop longues ou parce que, mon manager ou ma manageuse a décidé que ce n'était pas comme ça qu'il fallait qu'on fasse. Donc en fait, ce sentiment où on se dit: «Oh, j'aimerais pouvoir agir, mais je me sens extrêmement contrainte», fait que, ça va énormément dégrader notre sentiment Mmh. d'autonomie et donc notre bien-être. Et ça, c'est super important, notamment à comprendre, d'un point de vue managérial, alors bien sûr en termes d'organisation, mais aussi d'un point de vue managérial, parce que c'est des choses auxquelles on pense moins dans la partie risques psychosociaux. On va tout de suite penser, au harcèlement, on va penser, à l'hyperstress, à des choses comme ça et on se rend pas compte que, bah, en fait, c'est aussi un ensemble d'actions du quotidien, de est-ce que je laisse suffisamment d'autonomie, et bien sûr de gestion du temps de travail. Mmh. Donc en fait, on se rend compte aussi qu'on peut gérer, beaucoup plus de choses. On peut gérer plus de travail et des horaires, assez longs si on a l'impression d'avoir la maîtrise de ce qu'on peut prioriser, ce qu'on peut lâcher, ce qu'on peut faire à quel moment. Le 4e, c'est les rapports sociaux dégradés, c'est-à-dire, je m'entends pas bien avec des collègues, on a des difficultés de communication. On voit notamment que, le télétravail sur ce front-là, en fait, va aussi avoir un impact assez fort sur, les rapports sociaux. Donc c'est très agréable de travailler chez soi. Je sais parce que je le fais. Hem, mais ça va aussi altérer notre manière de communiquer. Quand on communique à l'écrit, c'est pas la même chose que quand on communique, à l'oral ou en personne, où on a moins ces temps de débrief, en personne avec, les différents membres de notre équipe. Donc nos rapports sociaux, en fait, en fonction de comment on travaille, quel esprit d'équipe on va mettre, peuvent être dégradés, en fonction de comment on s'organise. Et tout ça, ça va avoir vraiment un impact fort sur, comment les gens se sentent au travail. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet autour de l'isolement, au travail et tu l'as dit, le télétravail apporte, des bienfaits, mais il y a aussi forcément des aspects qui peuvent être négatifs pour certaines personnes. Encore une fois, c'est plein de «si», ouais, ça dépend de chaque personne, mais c'est un des éléments potentiels. Le 5e, c'est le conflit de valeurs. Est-ce que j'ai l'impression d'être alignée avec mes valeurs et ce que je fais au quotidien? Est-ce que je vois du sens, dans mon travail? Est-ce que je me dis: «Ah, j'aimerais tellement faire les choses beaucoup mieux, mais je n'ai pas le temps ou je n'ai pas les moyens», et ça, c'est quelque chose de très, très fort de se dire, «J'aimerais tellement, m'assurer que je fais tout, impeccablement bien, mais je n'ai jamais le temps ou les ressources ou les personnes pour le faire». Ça va créer énormément de stress, au travail et finalement, c'est l'insécurité de l'emploi. Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me dis que mon contrat va être reconduit? Est-ce que, je me dis que même si ce contrat-là va pas être reconduit, on va s'assurer que j'ai toujours un poste dans cette entreprise? Ou, à des moments de restructuration où en fait, on ne sait pas, quel est le poste qu'on va avoir, par qui on va être managé, un changement de directeur ou directrice, un sentiment que l'entreprise ne va pas bien financièrement, peut aussi énormément, mettre les employés en stress, sur ces thématiques-là. Ouais et c'est vrai que ce que tu dis, ça paraît évident, mais c'est vrai que c'est un des gros enjeux qu'on a eu, depuis, 2 ans, voilà. Alors bien sûr avec l'arrivée de l'IA, mais pas que, avec aussi, la crise économique d'un point de vue plus large, avec de plus en plus de
soit de PSE, mais au moins de restructuration et de transformation d'entreprise. Donc parfois ça se passe pas toujours par du licenciement, mais il y a énormément de choses qui se passent en entreprise, beaucoup de choses, beaucoup de transformations. On réorganise le département et ça vient aussi créer, une question de: «OK, mais, quel sera mon rôle au sein de l'entreprise demain?» Oui, oui, totalement et on le voit notamment avec l'IA où on voit, beaucoup d'annonces, 12 000 personnes licenciées chez Accenture, t tel, donc c'est je pense que ça joue énormément, sur l'esprit des employés quand ils voient leur employeur arriver et dire: «On va mettre de l'IA partout». Oui, La première pensée qu'on va avoir, c'est: «Ouh là là, est-ce que je vais être remplacé par de l'IA? Oui, non, peut-être. Comment ça va se passer pour moi?» Enfin, ça peut énormément jouer sur, le bien-être, au travail et donc ça, c'est quelque chose qu'on va aborder sur, quand on met l'IA au travail, comment est-ce qu'on fait attention à, ces 6 familles, de risques psychosociaux. oui. On va vous parler forcément de santé mentale, mais on voulait aussi faire un point avec vous sur le sujet de l'IA. Où est-ce qu'on en est de l'IA? On n'arrête pas d'en entendre parler, bien entendu. Nous, on est, MyConnecting, IA, on est avant tout des spécialistes de l'adoption, de l'IA en entreprise. Sachez qu'aujourd'hui, les études, que ce soit McKinsey, EY, là, qui est une étude, qui est sortie d'EY, en décembre 2025, s'accordent à dire que on a une première passerelle autour de l'IA qui s'est créée avec 88 des salariés qui utilisent l'IA. Donc on pourrait se dire, une partie de la transformation, a été réalisée. Pour autant, aujourd'hui, on est un passage à l'échelle qui est pas complet, comme on a 27 de ces salariés qui ont, un usage quotidien et principalement sur des tâches assez basiques de l'IA. Donc en tout cas, c'est voilà, intéressant de se dire aussi où on en est sur ce sujet de l'IA, au travail, en tout cas d'une manière plus large, parce que bien sûr, ça dépend ensuite des entreprises. Mais tout ça, ça va nous permettre aussi de se mettre face à ces paradoxes. On a 3 grands paradoxes on a recensés avec Églantine autour de l'impact de l'IA justement sur la santé mentale au travail. Oui, donc c'est pas une image, où on se dit, «Ça a un impact positif» ou «C'est un impact négatif». On voit vraiment qu'en fonction de comment on met en place l'IA dans une organisation ou comment on l'intègre dans notre travail, on va avoir à la fois, des possibilités de grande productivité ou à la fois, son pendant, c'est-à-dire une intensification, une confusion, vis-à-vis de tous les outils et donc parfois même une perte de productivité. Donc il y a vraiment toujours les risques, associés aux bénéfices qu'on voit. La deuxième chose après la productivité, c'est le sentiment d'autonomie. Donc avec ces outils, d'IA, est-ce qu'on est en train d'accroître son sentiment d'autonomie qu'on a vu qui était très important pour un sentiment de bien-être? Ou est-ce qu'on est en train d'augmenter un peu, le sentiment de dépossession de son travail ou, le sentiment de surveillance ses employés? Par ses employeurs, pardon. Donc là, c'est vraiment on va essayer de décortiquer, la partie, comment utiliser l'IA pour augmenter l'autonomie et un peu moins comment l'utiliser pour, surveiller ses employés. Et le 3e, aspect, c'est vraiment le lien social. Donc comment est-ce qu'on va utiliser l'IA pour, développer du lien social? Comment on s'assure qu'on a plus d'interactions, avec ses collègues? Comment est-ce qu'on fluidifie, un peu tout ça pour éviter, le risque d'isolement? Donc la première chose, c'est, le sentiment de productivité. Donc là, c'est, une étude qui a été faite, dans à peu près, 100 entreprises où ils ont interviewé, 1 000 employés qui utilisaient, de l'IA régulièrement et ce qu'ils ressentaient, c'était que 66 se sentaient beaucoup plus productifs en utilisant des outils d'IA, que ça diminuait leur charge, mentale, qu'ils prenaient plus de plaisir parce que c'était quelque chose de nouveau. Ils allaient explorer, ils allaient rechercher, qu'ils avaient un sentiment d'autonomie renforcée et qu'en moyenne, ils, déclaraient gagner à peu près 1 heure de travail par jour. Donc ça, c'est ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont ressenti. Donc ça, c'est vraiment des profils de personnes qui, sont un peu ce qu'on appelle des early adopters, donc des gens qui se sont mis à l'IA un peu avant tout le monde et qui étaient très enthousiastes depuis le départ. Et donc eux se sont sentis, efficaces, productifs, amusés, intrigués parce c'était, leur décision de prendre en main ces outils. Et ce qui est important, hein, le sentiment d'un point de vue santé mentale justement, c'est aussi important, la sensation, le ressenti propre, il rentre en compte bien entendu. Oui.
Et ça, on a ce ressenti pour certaines personnes qui sont les enthousiastes de l'IA, mais on a des risques cognitifs, associés. C'est-à-dire qu'on constate, et peut-être que vous, vous l'avez déjà ressenti pour ceux qui l'utilisent, très, très régulièrement, c'est qu'en fait, waouh, on peut faire tellement plus de choses. Bon, bah, c'est bon, en fait, je vais dire oui à énormément de choses parce que je sais que je vais pouvoir, m'aider avec de l'IA, le faire plus rapidement et donc il y a une espèce d'intensification, de suppression de tâches simples et moins de respiration cognitive où on se dit: «Bon, bah, là, je vais faire, ma petite tâche, habituelle où je sais, je dois, vérifier, les mots de chaque chose, ou je dois passer dans mon Excel, ou, je dois faire de la mise en forme. Donc toutes ces choses-là, en fait, si on arrête de les faire, ça veut dire qu'on a moins de respiration et ça joue aussi sur un sentiment de déqualification ou de taylorisation. On a l'impression de faire plein de micro petites tâches et les unes après les autres et de lancer notre prompt. Hop, j'en ai lancé un, je vais sur un autre outil, je lance mon deuxième prompt et d'être plus en train de gérer plein de petits agents qui travaillent pour nous, où on perd un peu le sens, global de ce qu'on est en train de faire, la tâche du début, à la fin. Hem, Ce qui va aussi jouer, c'est plus on travaille, plus on va avoir de fatigue décisionnelle, de sollicitation. C'est-à-dire que si je suis en train de faire 3 choses en même temps, je vais changer d'un outil à l'autre, et on peut parfois avoir aussi une perte de productivité. Alors je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais ce truc de: «Je vais tester un nouvel outil, ça va être génial, waouh, incroyable» et on teste 3 nouveaux outils Mmh. pour faire exactement la même tâche et à la fin on s'est dit: «Mmh, j'ai pas passé suffisamment de temps pour réfléchir à ma question, j'ai demandé à une IA de le faire et donc à la fin quand j'ai un résultat, je le regarde mais je suis pas très sûre, je comprends pas comment ça fonctionne, et je dois tout reprendre depuis le début Ouais. en ayant essayé 15 000 outils au lieu de le faire manuellement». Ouais. Il y a 2 choses super intéressantes, dans ce que tu dis, Églantine. C'est la partie surcharge cognitive, hein, on en entend de plus en plus parler et c'est vrai que c'est au cœur des réflexions, parce qu'on bah, on est c'est faut savoir que les sujets qu'on vous traite autour de l'IA, c'est aussi des sujets qui sont sociétaux plus largement, avec une densification, du contenu, au niveau des algorithmes, de l'information qu'on a au quotidien et en plus avec des formats courts, de plus en plus de vidéos et cetera, des choses de plus en plus ciblées dans ce sens-là. Donc on a déjà une surcharge cognitive qui existe en fait dans notre vie, perso, en dehors en fait finalement de cette utilisation de l'IA au travail. Et donc le fait de l'ajouter, avec l'IA au travail vient accélérer cette surcharge cognitive. Et la deuxième partie, donc que tu évoquais qui était, sur l'intensification, ça c'est aussi une tendance qu'on avait, encore une fois je reprends l'exemple post-covid, mais c'est déjà une tendance qu'on avait sur, bah, ceux qui étaient déjà dans la vie active avant Covid le savent. On pouvait, bah, partir une demi-journée, pour aller faire un rendez-vous client, par exemple. On prenait beaucoup plus de temps sur du rendez-vous présentiel et donc on gérait moins de complexité et finalement moins de sujets au sein de la journée. Alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de managers, leur journée, elle représente, en fait, si on regarde leur matinée, on va avoir 4-5 rendez-vous d'une demi-heure qui se succèdent sans temps de respiration, où on saute d'un sujet à un autre et où finalement on a moins de respiration cognitive comme tu l'évoquais, Églantine. Donc il y a vraiment cette tendance de fond en plus de cette accélération par l'IA. Oui et donc se pose la question pour vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné du temps, perdu du temps, avec, en utilisant de l'IA? Est-ce qu'au départ, vous avez peut-être, perdu du temps pour après gagner du temps? Enfin, quel est votre, cours? Parce qu'on parle beaucoup de productivité avec de l'IA, mais est-ce que vous avez un ressenti, par rapport à ça? On vous laisse le temps de justement de vous positionner et de se dire: «Est-ce que réellement j'en ai gagné du temps? Est-ce que c'est qu'une impression, qu'une sensation?» Hem, alors on voit des premiers votes. On a qu'une personne pour l'instant qui a répondu pas du tout, donc on a quand même du un petit peu ou du énormément. On a plus de 50 hein, qui parlent de énormément de gains de temps. C'est moi ce que j'aurais répondu. Alors avec Glantine, je sais pas ce que toi tu aurais donné, mais c'est vrai que moi j'ai gagné un temps fou, hein, avec l'utilisation de l'IA.
Bah, alors, je me suis posé la question, donc j'ai regardé pas mal d'études sur, l'utilisation de l'IA et de la productivité et on a vraiment, énormément de d'études qui mesurent des choses, différentes. Mmh. Mais, ce que je trouvais intéressant sur, la mesure de la productivité avec l'IA, c'est qu'en fait, notre charge cognitive est déplacée. C'est-à-dire qu'on va passer plus de temps à se dire: «Qu'est-ce que je mets dans l'IA? Qu'est-ce que je lui pose comme question?» Et après on voit, des slides se créer, et donc on peut-être qu'on va mettre à peu près le même temps, mais en fait la charge cognitive, c'est plus de réfléchir, en amont si on n'a pas fait cette étape-là, mais vous savez, le moment où on a glané plein d'informations et c'est très, très compliqué, on se dit: «Comment est-ce que je le structure?» Donc en fait, la charge cognitive, elle va se déplacer où on va demander à l'IA de faire quelque chose et après on va le relire, le corriger, le Mmh mh. vérifier et donc parfois on met à peu près le même montant de temps, mais on a l'impression d'être plus, productif parce qu'en fait on a gagné en simplicité ou en allégeant un peu sa charge, cognitive. Bien sûr. Alors on a un deuxième paradoxe, fort, tu l'évoquais tout à l'heure, autonomie versus dépossession. Oui, donc c'est très agréable quand on est avec l'IA. Tout d'un coup, on peut faire énormément de choses. Moi, je ne sais pas coder. Tout d'un coup, je voulais une application et ben, j'ai pu me la coder. Je J'avais besoin d'une image pour une présentation que je ne trouvais pas. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais la créer». Paf, j'avais l'image. Donc on est capable de faire énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et on peut, prendre des décisions, plus rapidement. On va avoir un sentiment vraiment très, très puissant de un peu de toute puissance en fait, tout est maintenant, entre guillemets «à ma portée», que ça Mmh. soit vrai ou pas, mais c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir de: «Oh, c'est vraiment je peux tout faire, je peux déléguer mes tâches répétitives, on va parler d'automatisation, je vais créer mon assistant pour faire ceci, cela». Donc ça réduit un peu son stress, opérationnel où on se dit: «Bon, bah, je vais avoir beaucoup moins de friction, pour faire mes tâches, ça va être moins compliqué, moins ardu de m'y mettre. Le syndrome de la page blanche, bah, je peux, commencer avec l'IA», donc tout ça, ça va nous donner un sentiment d'autonomie et en même temps, hem, en fait, on va avoir pour certaines personnes, notamment qui sont très attachées, sont très fiers du travail qu'ils font ou qui apportent beaucoup d'intentionnalité ou qui s'identifient énormément à leur travail, notamment des travails passion ou des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, vont avoir un sentiment totalement de dépossession. C'est-à-dire que qui est cet outil qui me dit quoi faire, comment faire? Pourquoi est-ce que moi je peux pas juste faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire, comme j'ai envie de le faire? Donc ça, c'est un 1er sentiment qui peut être très, très fort, chez différentes personnes, c'est de se dire: «Mais en fait, moi, j'aime faire mon travail comme j'aime faire mon travail. C'est mon habitude, c'est mon identité, je le fais hyper bien, j'en prends de la fierté, donc pourquoi est-ce que je le déléguerais à une IA?» Et j'en profite puisqu'il y avait une question, sur LinkedIn, qui questionnait autour des secteurs, voilà, qui disait selon les secteurs, les tendances sont différentes. C'est vrai qu'on peut avoir notamment sur cette partie-là du sentiment de dépossession, ça peut dépendre du secteur, ça peut surtout dépendre du rapport que j'ai à l'outil et à l'IA. Mmh. Totalement, la vision qu'on a de l'IA ou de la technologie en général. Est-ce qu'on a une vision très, techno-optimiste? Est-ce qu'on a une vision très techno-pessimiste? Ça va énormément jouer sur notre sentiment de dépossession ou pas. La deuxième chose, c'est, un peu, sur, l'autre extrême, c'est, les personnes qui, en fait, vont tellement utiliser l'IA qu'ils se sentent, dépendants, de l'IA et ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire sans IA. J'entends beaucoup de gens qui disent: «Ah mais ces jeunes aujourd'hui qui vraiment, posent toutes leurs questions de vie personnelle, à l'IA». Heu, Peut-être, mais il y en a énormément dans le travail de ceux qui vont se dire: «Mais moi je veux plus faire de compte rendu de réunion, sans IA, ou je vais plus rédiger mes rapports sans IA». Donc un peu cette chose de je deviens complètement dépendant de cet, outil. Après, se poser la question de est-ce qu'on est totalement dépendant d'Excel, oui ou non? Enfin, en fait, ça va venir avec, beaucoup d'autres outils, mais comme c'est un nouvel outil, ça questionne un peu cette «nouvelle dépendance» entre guillemets. Après, vient des choses comme la surveillance, psychique. Donc on voit que, notamment dans les comptes rendus, on a, parfois plus d'assistants IA en réunion que d'êtres humains. Donc tout ce qu'on dit, est,
retranscrit, écrit noir sur blanc. On va nos petites conversations, du départ où on est en train de discuter, à 2, et ben, ça peut, être enregistré. Donc parfois, on a l'impression qu'en fait, on n'est plus du tout autonome. Là, j'ai pris l'exemple des comptes rendus, mais on a d'autres exemples d'entreprises qui vont mettre en place des chatbots, pour renforcer les compétences, des vendeurs. On a d'autres personnes qui vont mettre en place des IA pour, venir, hem, rédiger les rapports. Enfin, en fait, tout notre travail peut être maintenant, vu, enregistré, relu, redisposé. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment de dépossession de son travail et un sentiment de: «Je suis toujours surveillé», en fait. Hem et ça peut, vraiment renforcer un peu ce sentiment aussi de défiance, d'injustice, et quand on parlait, des risques psychosociaux, on parlait aussi de beaucoup de sens au travail et là, ça va venir bousculer ça aussi, c'est à quoi je sers, en fait? Si je peux automatiser des tâches, si toutes les choses que j'aimais bien faire, je peux les faire avec de l'IA, mais en fait, quel est mon rôle là-dedans? Et un peu cette remise en question qui peut vraiment mettre à mal, la santé mentale de vos employés. Et c'est vrai qu'on voit que comme toute grande, technologie, hein, il y a toujours des aspects très positifs et notamment dans la gestion des compétences, hein. Nous, on observe de plus en plus d'entreprises qui mettent en place qui peuvent justement préserver des compétences qui parfois partaient, avec des personnes qui partaient à la retraite et qui perdaient du savoir-faire, même très concrètement. Mais à la fois, on a cette dimension-là de si on arrive à tout mettre dans un outil, on peut avoir tous les éléments que tu évoques. On voulait vous poser une question par rapport à ça, c'est, comment estimez-vous l'évolution de votre charge mentale avec l'utilisation de l'IA? Est-ce qu'elle a diminué? Est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce qu'elle n'a pas changé? Voilà, c'est pour aussi, jauger cette dimension. Vous parlez de surcharge cognitive. Est-ce que c'est des choses que vous ressentez? Pas spécialement, ça va forcément dépendre en fonction des personnes qui nous écoutent. Ah, on voit que pour l'instant, il y a des avis, très, très partagés. On a 50 qui estiment, pour l'instant qu'elle n'a pas changé. Voilà, on n'a pas encore tout le monde qui ont répondu, mais on a ouais. Alors environ 50 qui n'a pas changé, une trentaine de pourcents elle a diminué et environ 15 elle a augmenté. Tu vois, je m'attendais à plus de personnes qui évoquent le fait que ça ait augmenté. Au finalement, Mmh. on a qu'une quinzaine de pourcents. Et je pense que c'est aussi, la manière dont on va utiliser l'IA et notre rapport, à notre propre travail qui va aussi, beaucoup changer notre perception de notre charge mentale. Donc comment on perçoit l'IA, mais comment on se perçoit par rapport à son travail aussi. Mmh. Et ça d'ailleurs, on l'a vu sur des choses, alors sur les utilisations de l'IA de manière très simple, c'est vrai qu'on a des personnes qui vont avoir des tendances à dire les fameux «bonjour et merci» à l'IA, et en fait, on voit vraiment que la manière dont on approche l'outil peut avoir aussi cet impact-là. Totalement. Ce qui nous amène à notre troisième paradoxe qui est, la connexion versus, l'isolement. Donc après la productivité et l'autonomie, là, c'était vraiment comment est-ce que ça va impacter notre équipe ou notre, réflexe pour aller discuter avec, quelqu'un. Et là, je voulais vous raconter cette petite anecdote, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont vécu. Quelqu'un que je connais, s'était fait mal à l'épaule et donc a commencé à discuter avec l'IA, «Ah bah, voilà, j'ai mal à l'épaule comme ça, qu'est-ce qui se passe?» Il lui dit de faire certains mouvements, il le fait, il le suit, et en fait, il a fait ce suivi pendant 24 heures et avait des retours, toutes les 2 heures pour, suivre comment ça se passait. Pendant ce temps-là, il est aussi allé voir un médecin et le médecin, avait 5 minutes, était assez stressé, était assez pressé, lui a fait à peu près les mêmes exercices, que l'IA et cette personne est ressortie en disant: «Mais en fait, c'est tellement plus simple l'IA, je peux lui parler 24 heures sur 24, il y a pas de jugement, je peux lui poser toutes les questions que je veux, heu, c'est hyper pédagogue, ça prend vachement le temps», et donc on commence à s'habituer en fait à des interactions qui sont, sans friction. C'est-à-dire qu'elles sont instantanées, sans jugement, on peut lui dire tout ce qu'on veut sans, le risque d'être jugé par quelqu'un. On a un sentiment d'anonymité, hem, mais qui habitue énormément notre cerveau à avoir, des interactions très, très simples. Hem
ce qui va avoir pour conséquence oups, ce qui va avoir pour, conséquence, parfois en fait, décliner le travail en tête-à-tête, le travail avec, des d'autres personnes parce que, bah, c'est plus simple, c'est plus rapide, on me répond directement comme j'en ai envie, quand j'en ai envie. Et donc on peut être tenté, par exemple, quand on a des sessions de brainstorming qui est quelque chose où plus on est, mieux ça fonctionne, de se dire: «Bon, bah, finalement maintenant que je peux brainstormer avec une IA, je vais le faire parce que c'est maintenant quand j'en ai besoin, en fait». Hem Et on va avoir cet effet un peu parasocial où, notamment dans les populations, très vulnérables qui vont beaucoup se confier à l'IA sur comment ils se sentent, sur leur santé mentale et cetera. Plus ils vont passer de temps sur, une IA, moins ils vont solliciter des personnes. Donc là, on est en train de parler d'un public, cible qui est très, très vulnérable et qui utilise l'IA pour, faire ses confidences. Et ce qui peut faire qu'on peut avoir, moins d'échanges, entre pairs. Et qui va aussi renforcer certaines choses comme la rumination. Vous savez ce truc où on se dit, «J'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela, j'aurais dû le dire comme ça», et ben, ça en fait, comme on peut tout de suite le dire à une IA, et en fait, une IA va nous dire: «Mais non, ne t'inquiète pas, tout va très bien», beaucoup, beaucoup nous rassurer. Ça va aussi parfois valider nos doutes, ça va entretenir notre anxiété et ça va limiter l'interaction qu'on aurait avec un être humain. Qui n'a pas déjà dit ça à un ou une amie? Bon, ça va, ça fait 30 minutes qu'on entend la même chose en boucle, ça s'arrête. Malheureusement, une IA ne va jamais le faire. Donc ça entretient un peu ça, et ça va aussi avoir, en fait, des interactions, un peu, sur, augmenter notre dopamine où en fait, à chaque fois qu'on reçoit un message, on peut continuer, et on va beaucoup s'attacher aux interactions sans friction. Donc nous déshabituer à ce que ça veut dire d'interagir avec des êtres humains. Ouais. Et en parallèle de ça, on va avoir, quand vous gérez des équipes, vous allez avoir des gens qui sont ultra pro IA, hyper enthousiastes et d'autres qui sont totalement réfractaires et ça peut créer, des fractions au sein de votre équipe où des gens disent, 100 fait sans ChatGPT ou 100 fait avec ChatGPT en fonction des différents profils. Mais ça peut créer un sentiment de honte ou de frustration ou de et donc aussi, jouer sur l'isolement de certaines personnes dans vos équipes. Ouais. On pense forcément quand on parle à ces sujets de relations parasociales, et d'isolement, on pense forcément au Japon qui connaît ces difficultés depuis, un certain nombre d'années, avec même des cas assez médiatisés, hein, autour de personnes qui tombent amoureux d'une IA, d'un robot. C'est des choses qui existent. On croit qu'on est dans la dystopie et dans Black Mirror, mais c'est des choses qui existent réellement et voilà, donc qui arrivent plus ou moins à différentes, selon les catégories aussi de personnes et de publics qui peuvent plus ou moins arriver. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire jusqu'où ça peut aller aussi. Et là, on parle, à la fois sur ces 3 aspects-là. En fait, c'est vraiment comment on va, mettre en place l'IA dans notre équipe, qui va avoir, un impact sur, comment on le perçoit et sur la santé mentale de vos employés. Mmh, Hem, la première chose qu'il faut se dire, c'est ça paraît une évidence, bien évidemment, mais je pense qu'il vaut bien le rappeler, c'est que quand on parle d'IA, on va tellement parler de productivité et de gains, pour l'entreprise qu'on oublie que pour un employé qui entend: «On va mettre de l'IA partout dans l'entreprise», l'équivalent peut-être, ça veut dire que je vais être remplacé par une IA ou mes collègues préférés vont être remplacés par une IA. Donc c'est très, très important quand vous allez mettre en place l'IA, de passer énormément de temps sur la communication. mmh. Pourquoi on a envie de mettre une IA? Heu, Sur quoi est-ce que ça va jouer? Qu'est-ce qu'on va faire, de l'argent gagné ou du temps gagné? C'est quoi les impacts? C'est quoi les règles d'usage? Qui a son mot à dire? Et donc là, ça on revient beaucoup aux 6 risques psychosociaux sur le sentiment d'avoir, de la maîtrise sur, son travail. Donc c'est se dire, qui a le droit à la parole sur, quels outils on choisit, à quel rythme on le met en place. Et donc d'avoir aussi, quand on va le mettre en place, sur les phases de test and learn, c'est de vraiment dire aux gens: «En fait, on a le droit à l'erreur, on a le droit de dire que ça fonctionne, on a le droit de dire que ça fonctionne pas, on a le droit
d'essayer des choses, ensemble pour encourager, la discussion et les apprentissages, partagés. L'autre chose qu'il faut faire, c'est vraiment former et sécuriser. C'est-à-dire que, vous allez avoir pas mal de personnes dans vos équipes qui vont dire: «Mais moi, ça va, détruire, mon esprit, hem, mon mon esprit critique, je vais perdre, ma capacité à faire, certaines tâches» et donc ça, c'est très important de l'entendre et de se dire: «OK, en fait, on ne fait pas genre ces sujets n'existent pas, on les prend en compte et on se dit comment est-ce qu'on utilise l'IA, à quel moment, sur quelle tâche?» Et ça, c'est vraiment avoir une attention toute particulière à éviter, la fracture et de valoriser ceux qui sont en train de mettre de l'IA partout et de laisser pour compte un peu ceux qui, peinent un peu à s'y mettre, et se dire en fait: «Qu'est-ce que les gens qui peinent à s'y mettre, qu'est-ce qu'ils apportent en fait?» Eux, ils peuvent apporter aussi de la sensibilité sur les questions de: «Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre de l'IA?» Qu'est-ce qu'on va aller mesurer? Donc, s'assurer de prendre en compte ces voix et de les valoriser, tout un chacun. Oui, et je rebondis sur une question, qui est posée, enfin une question, plutôt une affirmation presque même, qui est posée sur LinkedIn. C'est, quid des prompts pour paramétrer l'IA à ne pas être d'accord avec nous, pour ne pas, effacer les frictions, et effectivement, sur cette dimension esprit critique, dans la formation, il y a, que tu évoques, bah, il y a cette dimension-là aussi, c'est de comment, prompter de manière intelligente, pour conserver cet esprit critique, pour mettre l'IA face à ses contradictions, également, et puis en tout cas avoir un retour qui soit intéressant. Oui et en fait, quand bien même on arrive à le paramétrer pour se dire, qu'il vient nous contredire, on a quand même le côté instantané qui va toujours venir. C'est-à-dire qu'on s'habitue à des interactions instantanées, sur le moment, comme je le veux, quand je le veux. Donc même si ça en effet, on le voit dans la formation sur comment, se faire, challenger par l'IA et ça ajoute énormément à notre utilisation de l'IA. Ça Ça vient pas tout à fait, pallier tous les problèmes, mais on va voir en fait, comment, on peut aussi se dire, avoir des moments de sans IA, de respiration. Donc ça, c'est aussi des choses, qu'on voit, dans la formation. L'autre chose, c'est, de se dire l'écologie au travail, c'est-à-dire, hem, on ne rend pas l'humain compatible avec l'IA, on rend l'IA compatible avec l'humain. Mmh. Donc on essaye de se dire, «Qu'est-ce que moi je décide que, l'IA veut faire ou pas faire?» Donc dans la formation, on fait aussi, ce qu'on appelle un peu un ikigai. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Sur quoi est-ce que j'ai envie de m'améliorer? Qu'est-ce que j'ai envie de diminuer? Qu'est-ce que donc se dire, moi en tant que professionnel, c'est aussi ce que j'aime faire, ce à quoi je suis, forte, qui va aussi dicter. C'est pas seulement parce que l'IA sait le faire Mmh. qu'on va le mettre et ça, nous permet aussi d'avoir des moments sans IA. C'est-à-dire Oui. que, quand on est en réunion, pas toujours se dire: «Mais, il faut demander à ChatGPT». En fait, se forcer à se dire: «En fait, je préfère aller demander à quelqu'un, même si ça prend plus de temps, même si c'est» parce que ça crée des interactions humaines et ça, en tant que manager et manageuse, on doit se poser là ces questions de comment est-ce qu'on favorise les temps d'échange dans Mmh. nos équipes? Je reviens sur ce que tu disais sur rendre l'IA compatible avec l'humain. Sur toutes les démarches d'adoption, de l'IA en entreprise, il y a 2 éléments qui sont clés. C'est est-ce que, quelles sont nos tâches répétitives, qu'on va pouvoir du coup automatiser, ou en tout cas se simplifier avec l'IA, et quelles sont nos tâches irritantes? Et de repartir de ce qui est répétitif et d'irritant, ça permet vraiment aussi de justement d'aller vers le fait de prendre, l'IA qui vient s'adapter à notre besoin humain. Hem Et le troisième levier, c'est, ne pas du tout, automatiser. Donc sur certaines tâches, se dire: «Bon, là, on va pas mettre de l'IA, on va créer des respirations cognitives». Donc un peu choisir ses, cas d'usage, sur l'IA. Le quatrième, et ça on le voit, en formation, donc c'est comme, la personne l'a dit sur LinkedIn, c'est utiliser l'IA pour corriger, améliorer ou s'entraîner ou se challenger et donc c'est l'humain qui va faire le premier brouillon et l'IA va donner un feedback et après c'est l'humain qui va donner la version finale et donc on peut tout à fait entraîner notre IA à nous dire: «Non, non, non», nous montrer nos angles morts, pointer les biais et c'est plutôt, fort à ça et de se dire: «Je commence toujours par faire le travail et l'autre, et le l'IA va, pouvoir, venir, challenger une fois que j'ai déjà réfléchi, à toutes ces différentes tâches».
L'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est quand on est en train de mettre en place de l'IA dans une équipe, on est toujours en train de parler de productivité, gagner du temps, mais c'est important d'aller mesurer d'autres, indicateurs qui sont très importants. Par exemple, la charge cognitive, donc est-ce qu'on a une surcharge informationnelle? Est-ce qu'on a une fatigue décisionnelle? Est-ce que, quel est le sentiment de confiance de ces employés envers ces outils? Quel est leur sentiment de contrôle? Est-ce qu'ils ont un sentiment de contrôle sur, comment ils font leur travail, sur les outils qu'ils utilisent? Quelle marge de manœuvre ils ont pour dire: «Oui» ou «Non, j'ai envie de le faire avec de l'IA» ou «J'ai envie de le faire de manière autonome»? Et donc de vraiment croiser ça avec des indicateurs aussi de qualité. Est-ce qu'on a augmenté la qualité de notre travail? Est-ce qu'on fait moins d'erreurs? Combien d'incidents ont été, remontés? Et donc c'est de sortir du, l'IA égale productivité et de se dire: «C'est un outil qu'on doit, adopter de manière holistique et prendre en compte, le bien-être, la confiance, les questionnements qu'on peut avoir, par rapport à ça». Mais j'ai beaucoup parlé de introduction de l'IA au travail. Il y a quand même un autre sujet qui est comment est-ce qu'on prévient les risques sociaux, Mmh. au-delà de l'IA? Bien sûr, et là tu c'est un petit peu ce que tu disais sur la démarche holistique, c'est qu'il faut bien sûr prendre un plan, de prévention des risques psychosociaux et donc de santé mentale qui bien sûr prennent en charge et en considération ces sujets d'IA, mais qui existent en tant que tels, et heureusement, on n'a pas attendu l'arrivée de l'IA pour lancer des plans de prévention. Il y a 2 statistiques un peu clés que tu voulais nous partager sur cette, démarche de plan de prévention. Oui, donc il y a 83 des employés qui déclarent, une bonne santé, lorsqu'ils ont, fait partie de plans de prévention. Et qu'on constate qu'il y a 39 qui n'ont aucun accès à des mesures, préventives. Donc en fait, quand on voit qu'un plan de prévention peut augmenter le bien-être des employés et que, il y a 39 qui n'y ont pas accès, en fait, on se dit que ça, c'est une mesure très, très simple, à mettre en place, dans une organisation pour éviter les burn-out. Ouais. Ce qui est très important de comprendre sur cette dimension de risques psychosociaux, c'est aussi de dire qu'on a tous un rôle, et on a un rôle en fait en tant que manager bien entendu, mais aussi en tant que collaborateur, sur observer comment les personnes se sentent. Et donc observer l'état de la santé mentale des personnes autour de moi, hem, avec la possibilité d'identifier notamment les changements de comportement qui peuvent être, bah, voilà, d'observer, ça passe déjà par ça, autour de soi, de voir comment sont les changements de comportement. Est-ce que le changement est net? Donc là, ça va être assez, inhabituel, et c'est dans ces cas-là où il faut aussi, bah, s'interpeller. Est-ce que le changement est durable? Donc c'est un changement qui est net, qui est durable, et un changement qui s'aggrave. Et en fait, ça, c'est 3 éléments clés pour identifier si, bah, quelqu'un va aller, réellement moins bien et a vraiment un sujet autour des risques psychosociaux et de la santé mentale. Parce que pourquoi ça? Parce qu'en fait, tout simplement, on peut avoir des changements qui ne sont par exemple pas durables, et effectivement passer des mauvaises passes, pendant une semaine, 15 jours, ça arrive à tout le monde. On peut avoir des changements qui soient progressifs. En tout cas, c'est des 1 clés de repère, sur observer autour de vous, et puis pour vous-même aussi, autour de ces sujets. Il faut aussi différencier bien sûr les personnes en difficulté, de personnes en danger. Je le disais, personnes en difficulté, ça peut, voilà, ça peut arriver, clairement, et on peut avoir des moments où on perd pied parce qu'on a une surcharge de travail, une surcharge cognitive, et on se sent dépassé, débordé. Ça, c'est, je pense que tout le monde l'a déjà vécu à un moment de sa vie professionnelle. Hem Et il y a vraiment une personne qui va être en danger avec, là, une vraie responsabilité, de chacun sur, alors là, ça peut aller bien sûr jusqu'au, risque suicidaire, mais en tout cas, quand on a quelqu'un qui commence vraiment à, la fameuse expression «broyer du noir», c'est essentiel de pouvoir agir, et c'est aussi ce qu'on voulait vous passer comme message. Et j'imagine que ça doit être assez difficile de distinguer entre les 2. Est-ce qu'il y a des signaux, des choses, repérables, entre, une personne en situation de difficulté et une personne en danger? On a plusieurs signaux, églantines, autour de ces sujets. Il y a des signes qui peuvent être soit physiques, donc alors là, c'est des choses que vous allez
pas forcément toujours, pouvoir voir en tant que collaborateur d'entreprise, mais au moins pour soi, sur est-ce qu'il y a des troubles du sommeil, troubles de la mémoire, des fatigues, répétitives autour du mal de dos, des problèmes digestifs. En tout cas, c'est des choses encore une fois, on a ce qu'on a habituellement et puis on a ce qui est aggravé, par des risques psychosociaux. Est-ce qu'il y a des signes émotionnels, de l'angoisse, l'autodépréciation, le fait de constamment, se dire moins important ou moins bien, ou dire qu'on fait mal les choses, de la tristesse, des signes qui sont comportementaux avec une consommation qui s'accélère au niveau de l'alcool, ça peut être des prises de drogue par moment. En tout cas, ça, c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent être visibles ou même de l'agressivité, quelqu'un qui n'est pas dans son habitude d'être quelqu'un d'agressif et qui d'un seul coup va avoir tendance à surréagir par rapport à des situations, alors que c'est pas dans son habitude, hem, classique. Et puis, du coup, d'un point de vue plus professionnel, effectivement, est-ce qu'il y a des signaux au niveau de la performance? Quelqu'un qui fait des erreurs que cette personne n'a pas l'habitude de faire, justement des pertes de mémoire, on en parlait, elle ne se souvient plus de la réunion de la semaine dernière. Ça, c'est des petites choses qui peuvent vous alerter, aussi. Et puis aussi, est-ce que, il y a, plus d'absentéisme? Forcément, il y a pas de secret, hein, quand les gens ne vont pas bien, il y a une augmentation des arrêts maladie, ça on le voit bien entendu, de la démotivation, être moins efficace. Tout ça, c'est des signaux très clairs qui peuvent être des éléments de facteurs. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un seul de ces signaux-là qu'on est dans une situation de risque psychosocial, mais c'est des facteurs aggravants. Quelques clés pour accompagner, on veut aussi vous laisser là-dessus sur quelques clés pour accompagner un collaborateur qui serait en souffrance. Bien sûr, l'idée c'est, en tant que manager ou en tant que RH, c'est de venir mener un entretien, avec cette personne pour, écouter, laisser ce temps. Parfois, on a juste besoin de cette soupape aussi de discussion. Hem Et de se servir de de cet entretien pour écouter, pour justement essayer de détecter plus précisément la gravité de la situation. Est-ce qu'on est sur une situation ponctuelle qui va se résoudre ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus conséquent? Et ce qui est très important de savoir, autant pour, vous, pour votre propre, risque, vos propres risques psychosociaux et santé mentale, que pour celle de vos collaborateurs et des personnes qui vous entourent, de vos collègues, c'est de connaître les acteurs de la prévention. Si vous avez concrètement une situation et une difficulté, il y a plein de personnes que vous pouvez aller voir. Bien sûr, il y a la direction de l'entreprise, vos managers, vos RH, ça c'est les personnes auxquelles on pense, en priorité. Mais, sachez qu'il y a bien entendu, c'est des sujets que vous pouvez traiter avec, les services de santé au travail, que vous pouvez alors sur lesquels vous avez des réunions, enfin en tout cas vous avez des visites médicales bien entendu, mais qui sont, donc je crois que c'est une fois tous les 4 ans si je dis pas de bêtises, mais que vous pouvez solliciter, en fait. Vous avez cette possibilité, si vous avez un doute, vous pouvez aller retourner voir vos services de ressources humaines. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des lignes de soutien psychologique, au-delà bien entendu des fameux SOS, suicide, ou SOS amitié par exemple qui existent d'un point de vue, français, et ouvert à tous. Mais il existe aussi parfois voilà dans des entreprises et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises qu'on accompagne, ces fameuses lignes de soutien psychologique avec des psychologues du travail au bout du fil. Et bien entendu, les instances représentatives du personnel, les CSE qui peuvent être, aussi des acteurs de cette prévention ou en tout cas des personnes à alerter en cas de difficulté. Et donc même avec tous ces acteurs, le rôle des managers reste quand même, très, très important parce que c'est eux qui vont avoir aussi pas mal de marge de manœuvre sur les 6 risques psychosociaux. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent, faire? Et ben il y a beaucoup d'actions, hein, pour les managers. C'est forcément un sujet autour de comment je régule la charge de travail. Ça demande d'avoir des conversations qui sont difficiles aussi avec, ses N+1, et de vraiment pouvoir communiquer autour de s'il y a des situations de souffrance au sein de son équipe, de pouvoir, voilà, faire ces ajustements, il y a parfois d'ailleurs des situations qui sont particulière, on n'a pas parlé de personnes en situation d'aidance, mais l'aidance, c'est-à-dire, si j'ai un membre de ma famille qui est en situation de handicap ou en situation de vieillesse aggravée, de vieillesse pardon, quelqu'un qui aurait des difficultés, vieillesse aggravée, voilà, c'est le nouveau terme. Non, mais en tout cas qui serait dans une situation difficile par rapport à son âge. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles c'est important de savoir en tant que manager
que vivent les personnes, dans mon équipe et comment, je peux justement peut-être reclarifier des missions, réidentifier un périmètre, par rapport aux situations réelles de chaque personne. Reconnaître le travail accompli, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal, à faire en France. En tout cas, on ne le fait pas assez. Les fameux signes de reconnaissance. Donc il y a des études autour du ratio de Losada qui nous disent qu'il faut au moins 3 signes de reconnaissance positifs pour un signe de, reconnaissance, en tout cas de point d'amélioration, de feedback, qui serait d'amélioration. Il faut valoriser en fait et ça en tant que manager, moi je vais vous donner un exemple de rituel. Mettez-vous, 1 fois par semaine dans votre agenda, une réunion de 15 minutes avec vous-même en disant, c'était la réunion signe de reconnaissance. Donc c'est avec vous-même, c'est juste un temps pour vous dire: OK, qu'est-ce que je peux aller féliciter? Qu'est-ce que je peux aller récompenser? Qu'est-ce que je peux aller reconnaître auprès de mes équipes dans ce qui a été fait, cette semaine? Et ça, c'est quelque chose dont vous n'imaginez pas la portée. C'est quelque chose de très, très fort et d'ailleurs, c'est un des des choses qu'on va proposer aussi, c'est d'améliorer cette qualité managériale, le fait d'être, proche de ses équipes, le fait d'être accompagné aussi sur, comment avoir des conversations difficiles, puisque le management, c'est pas que, du management, empathique, bienveillant, quotidien et il y a des choses qui sont des conversations qui sont difficiles à avoir, mais il faut garder justement cette notion, ces notions d'empathie forcément, dans chaque étape de son management, même dans les conversations difficiles. Je vois qu'il est 11h56, on va vous laisser poser, vos questions pendant qu'on termine tous ces éléments, à vous présenter. Peut-être que tu voulais terminer, Églantine, sur cette notion de sécurité psychologique, plus largement? Oui, en fait, quand on est avec une équipe, c'est important de pouvoir, les mettre en condition de sécurité psychologique. C'est-à-dire qu'on peut faire remonter des problèmes, on peut parler de nos difficultés, mais on se sent quand même un peu challengé. C'est-à-dire que si, c'est, sécurité psychologique, tout va tout le temps en permanence, on se sent moins challengé. Donc c'est un espèce de petit mélange ténu de dire, «Je vais quand même venir challenger la personne, lui Mmh, dire, qu'il faut, on peut améliorer sur ceci», mais de se dire, «Je me sens en sécurité pour, partager avec mes collègues, d'être accompagné, par mes managers, que, mes conditions de travail sont améliorables quand je vois des difficultés», et de pouvoir avoir ce dialogue un peu sans sanction. Et en fait, ça passe vraiment par des actes répétés. Ce ne sera pas un discours qu'on peut déclamer en disant: «Aujourd'hui, tout va bien, vous pouvez nous dire tous les problèmes». C'est vraiment au quotidien et ça se crée avec, des rituels. complètement et je rebondis sur une question qui a été posée qui est: qu'en est-il des managers qui préfèrent ignorer les comportements de détresse de leurs employés? C'est là où en fait vous avez justement toutes ces autres portes d'entrée, que ça soit les RH, le service de sécurité au travail et cetera, de santé au travail. En fait, en tout cas, tous ces autres acteurs de la prévention que vous pouvez aller voir si vous êtes dans une situation où votre manager n'entend pas votre situation de détresse. Donc c'est super important de vraiment d'être dans cette logique de communication, bien entendu. Je vous laisse continuer à poser vos questions. J'ai vu qu'il y en avait une autre, on va y venir. Ce qu'on voulait aussi vous partager, c'était, vous faire un cadeau d'un livre blanc qu'on a écrit autour du management à l'ère de l'IA. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? Parce que vous l'avez compris, dans la prévention et autour des sujets de santé mentale, le rôle du manager, il est clé, bien entendu, et dans ce livre blanc, on retrace aussi comment l'IA peut nous aider en tant que manager à mieux gérer des situations et donc à booster quelque part, le fameux manager augmenté, mais en tout cas à booster ses compétences, managériales, sur, le fait de mieux préparer des entretiens par exemple, dès que ce soit des entretiens individuels ou collectifs avec son équipe, mais aussi comment je peux accompagner, ces peurs et ces craintes qui sont liées à tous ces mouvements, notamment liés aux réorganisations, avec l'IA et donc comment, en tant que manager de proximité, je peux, avoir prendre mon rôle, pleinement tel qu'il se doit. Je vous laisse à l'écran également, nos prochaines formations inter-entreprises, que ce soit sur, l'IA et les RH, donc le 5 mars, le 11 mars, le manager LR de l'IA justement et une IA CPF autour de la création de rédactionnel et de visuel sur 2 jours. Une formation certifiante, donc vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse d'aller plus loin. On va prendre quelques questions. On est encore avec vous quelques minutes en fonction de si vous avez des sujets. Donc on a une question de Myriam qui dit: «Quelles questions concrètes peut-on poser pour détecter l'anxiété liée à l'IA dans les RPS?»
Est-ce Alors en fait, l'anxiété, à l'IA, tout comme, toute anxiété en fait va pouvoir, se révéler dans les comportements de la personne. Donc, soit la personne, va être, très, très fermée par rapport à l'IA et dire, «J'en ai pas besoin, j'en ai pas envie», c'est catégorique. Soit ne va pas dire ça, mais ne va pas, essayer de tester les outils ou d'essayer de les appréhender ou essayer de comprendre, ce que c'est. Après, ça peut être à la fois de l'indifférence ou de l'anxiété, mais finalement, quand on est un peu indifférent à un sujet, que toute une équipe est en train d'aborder ou dont on parle beaucoup, c'est aussi, parfois des signes d'anxiété par rapport à cette chose-là. Ça peut être l'anxiété qui va créer cette indifférence, un peu cette carapace qu'on va se mettre pour se protéger. Et pour, poser des questions sur, comment ça nous impacte, en fait, l'anxiété pour l'apaiser, on va souvent dire, aller dans le sens de la résistance. C'est-à-dire que, très souvent, on va se dire, «Je suis stressé par un événement» et notre réflexe, ça va être de rassurer la personne et de lui dire: «Mais non, ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer, ça va être merveilleux», mais sauf que la personne en face ne sait pas si ça va être merveilleux ou si mmh ça va être, génial et donc plus on va dire à la personne que «Si, si, c'est bien», moins on donne de la place à l'expression des émotions. Donc pour essayer d'apaiser un peu cette angoisse existentielle par rapport à l'IA, la première chose à faire, c'est de rassurer tout le monde et de dire: «En fait, vos points de vue sont bienvenus et que toute posture face à l'IA est importante à écouter et que chaque profil a sa place». Qu'on soit totalement enthousiaste ou totalement réfractaire, et c'est de, valoriser les capacités des personnes qui sont très anxieuses face à l'IA et qui veulent pas l'utiliser. C'est de dire: «OK, en fait, on a ces anxiétés, c'est très important de penser aux enjeux de l'IA justement» et donc se dire: «Qu'est-ce qui nous angoisse? Est-ce que c'est l'impact écologique? Est-ce que c'est, les pertes de connaissances? Est-ce que c'est notre esprit critique? Est-ce que c'est notre sens au travail?» et donc d'aborder ces questions totalement directement et de se dire: «Comment est-ce qu'on peut faire en tant que groupe pour légitimer ces angoisses?» et après de se dire comment est-ce qu'on les empêche ou comment est-ce qu'on met des Ouais. garde-fous. Bien sûr, et il y a un autre sujet autour de la communication, qui me paraît aussi intéressant importante à évoquer. Il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui ont bloqué les communications, enfin bloqué pardon le sujet de l'IA en interne parce que par souci de confidentialité, par exemple, de sécurité, de la donnée, et en fait, il y a des entreprises qui ont laissé un flou, de où est-ce qu'on allait? Parce que les conversations étaient en cours. Et ça a pu créer aussi bah, justement des risques de l'appréhension, alimentés, comme tu disais tout à l'heure, par des messages qu'on voit de certaines entreprises, certains grands groupes qui se sont séparés de certains, bah, de plusieurs milliers de personnes, liés à ces sujets d'IA. En tout cas, c'est important de se dire, où qu'on en soit dans le processus, dans notre processus et notre réflexion de l'IA, c'est d'essayer de communiquer quand même sur l'avancement, sur, voilà, donc à la fois en tant qu'entreprise, mais aussi, au quotidien, avec les managers. Et alors on va prendre une dernière question avant de vous laisser. Donc comment lever les barrières de réticence à l'utilisation de l'IA pour des arguments environnementaux et de méconnaissance de l'évolution des impacts de l'IA dans les années à venir? De Aurore. Eh bien, je pense que c'est une question, sur, beaucoup plus, comment, changer les comportements d'une personne, et donc ça, on peut trouver plein de réponses dans des choses, sur, par exemple, l'entretien motivationnel où en fait on essaye de voir tous les étapes de changement d'une personne avec, son analyse du risque, ses motivations pour changer, les premières actions qu'elle fait et cetera. Donc on peut trouver pas mal de réponses, là-dessus. Mais plus spécifiquement sur, les barrières de réticence à l'utilisation de l'IA pour des arguments environnementaux, heu, je pense que ça s'entend en entreprise, surtout si on est dans une entreprise avec des forts engagements, RSE ou de forts engagements sur, le développement durable. Le problème qui se pose par rapport aux impacts environnementaux, c'est qu'on n'a pas de chiffres officiels. C'est des estimations. Aucune des entreprises n'a vraiment, mis en lumière, ces chiffres.
Mais donc c'est d'essayer d'avoir des conversations aussi ouvertes possibles sur c'est quoi l'impact environnemental tel qu'on le voit aujourd'hui? Comment ça se compare à d'autres, actions qu'on a dans notre entreprise? Et de se dire quelles sont les actions qu'on peut avoir pour minimiser l'impact de l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'on accepte, oui ou non, qu'une personne dise: «Je n'utilise pas de l'IA», pour faire certaines tâches parce qu'il y a ces enjeux, écologiques? Tout comme, on peut accepter qu'un employé dise: «Je ne prendrai que le train pour les déplacements professionnels plutôt que l'avion». Donc ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir aborder en tant qu'équipe. Mais je n'ai pas une réponse simple pour dire, «Nous disons cela et tout change». Bien sûr. Oui, de toute façon, tout est de communication et c'est aussi le message à penser. En tout cas, un grand merci, alors déjà à toi, Églantine, pour ce webinaire et puis à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez revisionner le replay vous sera envoyé dans quelques jours. Si vous voulez creuser, on a réalisé d'autres webinaires sur justement les sujets du manager à l'ère de l'IA, d'esprit critique, de risques psychosociaux. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sinon, voilà, on se retrouve de toute façon en formation, inter ou intra-entreprise et un grand merci à vous. Merci beaucoup.